Tous les journalistes étaient là parce qu'on se disait jamais Israël va tirer sur des journalistes, donc on est relativement en sécurité. Et à un moment donné, il y a un missile qui est tombé tout près, mais vraiment, le lendemain, j'ai vu, c'était même pas 100 mètres. Wow. Et ça a fait un boom épouvantable. Et là, les fenêtres ont explosé, tout ça. Et puis, et ça, c'est difficile parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est-à-dire, on sait qui a tiré, parce que ça, c'était clair, mais est-ce que c'est venu de la mer? Est-ce que c'est venu du ciel? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça. Et là, j'avais vraiment senti une espèce de vague d'apaisement parce qu'il fallait rapidement penser qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends. Mais oui, j'ai eu peur. Aujourd'hui, à 100 mètres, on reçoit une femme qui a passé 40 ans à scruter le monde pour mieux le raconter. Journaliste de terrain, écrivaine et surtout témoin des grandes crises de notre époque. De Gaza au Balkan, de la Pologne à Trois-Rivières, elle a vu comment l'histoire se joue et se rejoue. Et aujourd'hui, elle nous provoque avec son premier livre, Ça finit quand, toujours. Accueillons Agnès Gruda. Bonjour Agnès, super content de t'avoir avec nous. Bonjour Charles-Antoine, je suis contente d'être ici, dans le bâtiment voisin du Royal Mount où je suis jamais allée jusqu'à maintenant. Exactement. On est choyés, c'est la première fois qu'on enregistre à Montréal, puis on a des super beaux studios tout de même. D'ailleurs, on a reçu notre nouvelle merch avec Legal Census, fait qu'on est content de pouvoir l'apporter. Agnès, en fait, ma première question, qui est relativement simple, mais elle me trotte dans l'esprit depuis des semaines. Donc, t'es né à Varsovie. T'es arrivé à Trois-Rivières à l'âge de 12 ans. Comment quelqu'un, justement, avec ce parcours-là, en arrive à devenir journaliste pour la presse, pendant plus de 30 ans? Alors, écoutez, Charles-Antoine, j'ai réfléchi à cette question et en fouillant dans ma mémoire, je me suis rappelé un incident que j'avais. Vous êtes le premier à qui je le raconte. On est chanceux. Oui, c'est un scoop total. C'est que, effectivement, moi, j'ai émigré de Pologne vers la France, puis ensuite vers Québec, le Québec et Trois-Rivières. Et un jour, vous savez, à l'époque, on faisait du pouce. Je ne sais pas si vous n'avez pas vécu cette époque heureuse où il n'y avait pas beaucoup de transport en commun à Trois-Rivières. Alors, je me déplaçais beaucoup sur le pouce. Je devais avoir 14 ou 15 ans. Et mes parents inconscients me laissaient faire sans restriction. Et puis, un jour, il y a une voiture qui s'arrête et c'était un journaliste du Nouvelliste, du journal Le Nouvelliste, et qui m'a conduit, d'ailleurs, lui, il m'a débarqué devant les locaux du Nouvelliste, qui est le quotidien toujours de Trois-Rivières. Et j'ai parlé avec lui, je me souviens pas de la conversation exactement, mais je me souviens, après être sortie de la voiture, je me suis dit, peut-être que ça serait un bon métier, ça, parce que ça rejoignait deux éléments, si vous voulez. Moi, j'ai toujours aimé écrire. J'ai commencé à écrire en écrivant des lettres, parce qu'on a quitté la Pologne et on écrivait des tonnes de lettres. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On écrivait des lettres sur papier qu'on mettait dans des enveloppes avec des timbres et voilà. Et j'adorais écrire ces lettres et recevoir des lettres. Et donc, j'aimais écrire. Et puis, par ailleurs, chez nous, à Trois-Rivières, dans notre maison, mes parents étaient abonnés à 2 ou 3 quotidiens. Il y avait des magazines auxquels on était abonnés. Donc, le journalisme, ou si vous voulez, l'information était très présent. Et à la suite de cette rencontre avec ce journaliste de Trois-Rivières, dont j'ai hélas oublié le nom, c'est là que l'idée a germé. Et apparemment, elle a continué à germer parce que récemment, j'étais au Salon du livre de Trois-Rivières pour présenter mon roman et j'ai rencontré mon meilleur professeur à vie, M. Quentin, qui m'enseignait le français, qui m'a donné la piqûre de la littérature vraiment en secondaire 5. Et il est arrivé avec une feuille où les élèves de ce cours optionnel français littéraire, on était 10 dans un petit local, avaient tous écrit ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et moi, j'étais convaincue, quand il m'a montré la feuille, je me suis dit, j'ai dû écrire ou bien psychologue, parce que ça faisait partie de mes ambitions, ou bien peut-être cinéaste, parce que je voulais faire du cinéma. J'avais écrit journaliste. Donc vraiment, voici comment c'est arrivé, par une série de hasards et de cheminements intérieurs dont je n'ai plus le souvenir précis. On le sait que tu as couvert des événements majeurs de l'histoire du monde, qu'on parle de la guerre des Balkans, qu'on parle des printemps arabes ou encore même de la chute de l'URSS. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais couvrir ce genre de bouleversement-là, être sur le terrain?
Non, en fait, honnêtement, on ne sait pas grand-chose quand on commence dans un métier, dans n'importe quel métier. J'imagine, en droit, c'est pareil. On a des rêves. Et moi, j'ai pas commencé par... Je sais qu'on m'associe beaucoup au journalisme international parce que tout au cours de ma carrière, j'essayais toujours d'en faire un peu, mais en fait, moi, j'ai commencé dans le municipal, quoi. J'ai commencé par couvrir en fait, même avant d'être à la presse, j'ai couvert l'actualité locale sur la rive sud de Montréal dans un hebdo qui s'appelait un hebdo de la rive sud, quoi. Courrier du Sud, voilà. Et donc, je couvrais des assemblées municipales et tout ça, mais j'étais toujours attirée par ce qui se passait, les grands bouleversements internationaux. Et d'ailleurs, le premier article international, si vous voulez, que j'ai proposé, c'était en 1980, quand il y avait une révolte en Pologne, et il y avait un certain monsieur qui s'appelait Lech Wałęsa qui dirigeait des grèves massives qui dirigeait le syndicat Solidarité, qui ont marqué l'histoire par la suite. Mais j'étais en Pologne à ce moment-là et je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être écrire un article et essayer de le vendre quelque part. À l'époque, je travaillais au Courrier du Sud, que ce genre de sujet n'intéressait pas, mais j'avais fini par vendre l'article au Devoir. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai retrouvé, je l'ai relu et franchement, c'était assez mauvais. Mais voilà, mais c'était bourré de bonnes intentions, quoi. Oui. Ah, ben c'est tellement inspirant parce que moi, dans une autre vie, je pense que je serais allé en journalisme. Au secondaire, c'est vraiment ce que je voulais faire. Puis il y a un livre qui m'a vraiment marqué. Qu'aurais-tu fait ma place? En fait, un livre sur le journalisme de guerre, terrain, que j'ai lu à peut-être 12 ou 13 ans. Puis ça a vraiment, en fait, marqué, oui, mon avenir, parce que je m'intéresse beaucoup au droit international, aussi aux affaires internationales. J'ai eu la chance quand même d'aller au Congo, dans la région du Nord Kivu, pour couvrir les répercussions du génocide rwandais de 94. Puis moi, je me demande, en lien avec tout ça, c'est quoi la différence entre écrire et rapporter sur une nouvelle de Montréal, en se fiant à ce qui est dit sur X, les réseaux sociaux ou déjà en ligne, et être sur le terrain? On se fie jamais sur ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première des choses, la première précision que je dois faire, mais c'est toute la différence du monde, évidemment. Mais on peut quand même couvrir d'une façon relativement sérieuse depuis Montréal, depuis l'endroit où on écrit. Par des conversations téléphoniques, en recueillant des témoignages. Moi, j'ai aussi beaucoup fait ça parce qu'à la presse, on n'a pas de bureau de correspondant à l'étranger, ou si peu. Et donc, quand on voyage, les voyages coûtent très cher, surtout dans des zones de conflit, parce qu'il faut payer des assurances, il faut payer des gens qui nous accompagnent et tout. Donc on est condamné de toute façon à continuer à couvrir. Si on a par exemple, faire un reportage terrain dans une zone de conflit ou de turbulence, eh bien, premièrement, on sent les choses, on voit les choses. On n'est pas limité que par les questions journalistiques, si vous voulez. On voit vivre les gens. Ça peut être, par exemple, après avoir fait des entrevues, on va manger chez quelqu'un parce que partout dans le monde, même dans les endroits les plus pauvres, les gens vous invitent à manger. Et là, on parle avec les enfants, on fait un travail qui n'est pas formellement journalistique, mais toute la richesse après de notre connaissance de cette région-là vient de là. Et puis, donc, on peut attraper des émotions, on peut attraper vraiment ce que les gens pensent vraiment. Si, par exemple, je sais pas, on est dans une région où les gens subissent une agression et en même temps, ils ont leurs propres dirigeants qui non plus ne sont pas idéaux, puis on se demande, est-ce que ils appuient leurs dirigeants, disons, si je pense au Hamas, par exemple, et à Gaza. Si je fais une entrevue au téléphone, il n'y a jamais personne au téléphone qui va me dire, moi, le Hamas, je les supporte pas, je veux qu'ils partent. Parce qu'ils me connaissent pas assez, ils me font pas assez confiance, ils savent pas ce que je vais faire avec ça. Mais si on est sur le terrain, on peut avoir droit à des vérités plus profondes, quoi. Par contre, une fois qu'on a établi ces contacts-là et qu'on a fait des reportages terrain, on a vu vraiment ce que les gens vivent, après, quand on les appelle, on a une relation qui est différente de celle de simplement quand on ne fait que parler à distance, quoi. C'est ça, je ne veux pas dénigrer du tout. Je pense qu'à distance, on peut faire énormément de choses. Énormément, mais
quand on a visité une région et qu'on a vraiment des relations, des liens personnels avec des gens avec qui on a parlé, qui parfois ont pu nous faire pleurer même parce qu'ils racontent des histoires. Donc, on est des êtres humains. On n'est pas confinés dans un rôle de journaliste avec une distance qui pose des questions parfois agressantes et puis réponds-moi et tout ça. On a vraiment une richesse humaine. Et cette richesse humaine-là peut se perpétuer par la suite après le reportage terrain, mais c'est ce qui fait la richesse, quoi. C'est ce qui fait qu'on comprend un peu plus ce que les gens vivent, quoi. Ben, c'est de développer une relation. Comme tu l'as dit, c'est pas un travail directement journalistique, mais c'est un travail humain. Et mais en fait, oui, c'est journalistique, mais c'est un journalisme poussé plus loin, quoi. Moi, j'ai eu des conversations avec avec ce qu'on appelle des fixeurs. Là. Les fixeurs, c'est les gens qui nous aident sur le terrain, qui peuvent traduire quand on fait des entrevues dans des langues qu'on comprend pas ou qui nous aident à prendre des rendez-vous, qui nous guident aussi pour pas nous partir la tête la première vers la zone la plus dangereuse. Donc, tout ça. Mais après, ces gens-là, ils ont leur famille et parfois, on fait beaucoup de routes ensemble. Et parfois, on a des conversations. Moi, c'est drôle parce que parmi mes meilleurs souvenirs de mon passé de journaliste international, si on peut dire comme ça, puisque je suis passée à autre chose aujourd'hui, ben c'est des conversations parfois hallucinantes là, qui m'ont fait comprendre des choses incroyables. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir un exemple. Ben oui, vas-y. Alors, vas-y. J'y vais. On se dit tu, hein, finalement. On continue à se dire tu, d'accord. Alors, voilà, je suis en Libye en 2011, donc on est dans les soulèvements, ce qu'on a appelé les printemps arabes. Et je suis à Benghazi, donc dans l'est de la Libye, une zone qui est contrôlée par les rebelles, alors que la guerre se poursuit et la ligne de front bouge tout le temps. Et puis à Tripoli, c'est encore Kadhafi qui contrôle Tripoli, etc. Et comment on trouve les fixeurs dans une zone de guerre comme ça? On va dans une salle de presse, on trouve un jeune qui a l'air un peu débrouillard et puis let's go. On est tombé sur... je collaborais avec d'autres journalistes et on est tombé sur un jeune homme qui s'appelait Sami, qui avait 21 ans. Et je me souviens pas de son nom de famille. Il était super débrouillard. Il était branché sur certains clans de Benghazi parce que c'est des sociétés claniques, donc il nous aidait beaucoup. Mais on faisait beaucoup de routes. Et puis, à un moment donné, il avait un discours... Il était tellement antisémite que moi, qui suis juive, j'étais dépassée et j'arrivais pas à le prendre au sérieux, quoi, parce que c'était trop. Il ne savait pas que vous étiez juive? Non. Okay. Ça, j'aurais pas. C'est un des seuls pays où je l'ai presque pas dit à personne parce que ils avaient comme bu l'antisémitisme avec l'enseignement de Kadhafi, mais je pense qu'ils savaient pas ce que c'était un juif, ils en avaient jamais vu. Donc c'était des gros clichés. En fait, il était tellement antisémite qu'il était convaincu que Kadhafi était juif parce qu'il détestait Kadhafi et tout ce qu'il détestait était forcément juif. Et puis un jour, donc on roule en auto et il nous faisait, c'était un jeune comme n'importe quel jeune, et il nous fait jouer du Bob Dylan. Oh mon Dieu. Il nous fait jouer One Last Cup of Coffee for the Road. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup depuis. Elle m'a fait toujours penser à cette route que j'ai faite avec ce Sami et d'autres journalistes. Puis à un moment donné, je lui dis, Sami, tu l'aimes Bob Dylan, hein? Il dit, oui, c'est un de mes chanteurs préférés. Je dis, est-ce que tu sais qu'il est juif? Il dit, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Impossible. Et après, j'ai dit, est-ce que tu connais Leonard Cohen? Il dit, bien sûr, tu sais, j'adore Leonard Cohen. Je dis, il est un petit peu juif lui aussi, tu sais. Il était complètement renversé. Et quand je suis revenue à la maison, j'ai dit, maman, je me suis fait mon premier ami antisémite. Il était tellement naïf et tellement plein de bonne volonté et de générosité et tout ça, et tellement attachant. Et je me disais, mais il pense que les Juifs ont des cornes, quoi, tu sais. Oui. C'est pas de sa faute. Il n'a eu accès à aucune autre information Bref, c'était ma petite... Alors, pour ce genre de choses, oui, bien sûr, sur le terrain, on apprend des choses. On voit ce que c'est la ligne de front, on voit qui sont les rebelles, on voit qu'est-ce qu'ils espèrent. Il y en a pas juste une sorte. Il y a des gens qui sont des avocats. Dans le cas de la Libye, il y avait des avocats et des gens haut placés, des gens éduqués. Et il y avait ces petits gars comme Sami, et puis il y avait les rebelles qui finalement ont malheureusement tué tous les autres et ça s'est mal terminé. Mais c'est ça. Pour rencontrer des Sami comme ça, et pour sentir un peu la texture du pays. Jamais
j'aurais eu cette conversation à distance, c'est clair. Ben non, c'est certain. Puis est-ce que tu gardes contact avec certains de ces Certains, oui. Il y en a un autre. Je sais pas pourquoi les Libyens, c'était ça, parce que c'est tellement une société fascinante qui a été mise sous une chape de plomb pendant 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, je me souviens plus. Et donc, ils savaient rien. C'était même des gens très éduqués, ne savaient rien. Quelques années plus tard, j'ai fait un autre reportage à Benghazi et j'ai travaillé avec un jeune médecin. La nuit, il faisait ses gardes en gynécologie à ce moment-là, dans un hôpital de Benghazi. Et le jour, il travaillait avec moi. Je ne sais pas comment il a fait pour tenir. C'était un beau jeune homme, vraiment. Et à un moment donné, tout naïvement, il me dit, parce qu'il pensait immigrer. Il ne croyait pas trop que ça allait bien se terminer en Libye. Et il me dit à un moment donné, est-ce que tu penses qu'une famille canadienne me laisserait épouser leur fille? Là, je dis, excuse-moi. Mais puis il avait l'air super moderne, tout ça. Mais ils étaient... Première chose, la fille va pas demander la permission à ses parents. Donc, séduis la fille et puis oublie les parents. Mais c'est ça. Et lui, j'avais gardé sa mine. Non, il a disparu dans la brume des contacts. Mais lui, je l'ai longtemps suivi. Il a voyagé. Je sais pas ce qu'il fait maintenant. Mais... Donc, on sait pas s'il a épousé finalement une Canadienne. Je ne crois pas. Mais allez donc savoir. Peut-être. Ouais. As-tu déjà eu peur sur le terrain? Oui, bien sûr. Oui. Moi, je suis quelqu'un de très peureux. De très peureux, mais ce que j'ai réalisé que devant un danger, j'ai senti ce que fait l'adrénaline au corps quand on a peur. Et ça s'est passé en 2012 à Gaza, dans la bande de Gaza, lors d'une des nombreuses guerres de la bande de Gaza, et on était dans un hôtel de front de mer. Tout ça n'existe plus aujourd'hui, évidemment. Oui. Et tous les journalistes étaient là parce qu'on se disait, jamais Israël va tirer sur des journalistes, donc on est relativement en sécurité. Et à un moment donné, il y a un missile qui est tombé tout près, mais vraiment, le lendemain, j'ai vu, c'était même pas 100 mètres. Wow. Et ça a fait un boom épouvantable. Et là, les fenêtres ont explosé, tout ça. Et puis... Et ça, c'est difficile parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est-à-dire, on sait qui a tiré, parce que ça, c'était clair, mais est-ce que c'est venu de la mer? Est-ce que c'est venu du ciel? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça. Et là, j'avais vraiment senti une espèce de vague d'apaisement parce qu'il fallait rapidement penser qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends. Mais oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur surtout dans cette zone-là, je dirais, au Proche-Orient, à différents moments. Oui, c'est tellement malheureux ce qui se passe en ce moment, là, surtout. Puis bien évidemment, on va avoir le temps d'en parler après. Ouais. Après la petite surprise que tu nous réserves pour tout à l'heure. Et c'est quoi l'image qui encore aujourd'hui reste la plus marquante dans ta carrière? J'ai pas une image. Non? J'ai vraiment pas une image. Il fallait que je choisisse, parce qu'il faut... non, j'ai pas une image. Mais si je dois choisir peut-être un duo, ouais. un duo d'images. Donc, encore en 2011, en Égypte, le hasard des choses a fait en sorte que je suis arrivée au Caire quelques heures avant la chute de Moubarak, donc de l'ancien dictateur Hosni Moubarak. Et ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines que les gens manifestaient, que toute l'immense place Tahrir était occupée par les manifestants, des tentes, enfin, toutes ces images que tout le monde a vues. Si on était déjà à peu près... si en 2011, on n'avait pas 2 ans, là. Bon, voilà. Et puis c'était une image extrêmement forte. Donc, toute la journée, j'ai parlé avec des gens, voir quels sont leurs espoirs, qu'est-ce qu'ils souhaitent. J'ai vu qu'il y avait toutes sortes de gens, des femmes voilées, des pas voilées. Tu sais, il y avait, t'as vraiment... Et puis, il y avait un espoir incroyable. Tu le sentais, c'était palpable. Et puis, je suis allée à l'hôtel pour écrire mon texte. Il était peut-être 1h du matin parce que, on a un décalage, donc j'avais le temps jusqu'à peut-être 3h du matin pour livrer un premier texte. Et puis, tout à coup, c'est pas une image, c'est un son. Okay. C'est le son de la ville. Hosni Moubarak a remis sa démission sous la pression de l'armée, je pense. Et ça a été annoncé. Et c'est le son de la joie, les taxis,
ce son-là, ça m'a vraiment marqué parce que c'est comme l'aboutissement de plusieurs semaines d'attente, de protestation, de peur aussi, parce qu'il y a eu des moments très... moi, j'étais pas là à ce moment-là. C'est une de mes collègues qui était là, mais j'aurais eu peur si j'avais été là au moment où le régime se défendait par toutes sortes de moyens, entre autres en envoyant des gens qu'on ne savait pas qui c'était sur des chameaux qui frappaient tout le monde. Donc, il y avait vraiment... Et là, tout à coup, il y a cette espèce de clameur qui s'élève de la rue. Moi, j'étais, je sais pas, dans un hôtel avec beaucoup d'étages, là, mais ça s'est rendu jusque-là. Et là, il y a une personne à qui j'avais parlé qui m'appelle, puis qui me dit « Ouvre la télé, ouvre la télé ». Puis j'ai ouvert la télé. Et c'est extrêmement difficile quand on participe à ces moments-là. T'as vraiment l'impression que le peuple se soulève et il obtient, à court terme au moins, un résultat. C'est difficile de ne pas partager cette joie. Donc, voilà. Et donc, évidemment, j'ai pas envoyé mon texte tout de suite. Je suis retournée sur la place pour voir comment les gens réagissaient et qu'est-ce qu'ils voyaient. Est-ce que tu le sais que tu es en train d'assister à l'écriture de l'histoire? À ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui. Clairement. D'autres fois, non. Mais ici, oui. C'est vraiment clairement un moment historique. Mais c'est ça, comme rien n'est jamais... ces victoires-là, moi, j'étais portée par le romantisme des révoltes populaires parce que, justement, en Pologne, en 1980, quand on sent qu'un peuple se soulève contre un oppresseur, il y a quelque chose de très... ça nous prend au trip, quoi. C'est quelque chose de très grand et ça nous porte. Mais malheureusement, avec le temps et le nombre de soulèvements auxquels j'ai assisté, il y a aussi ça ne dure pas toujours, malheureusement. Et donc, j'étais amenée à réfléchir sur pourquoi est-ce que ça ne dure pas toujours? Pourquoi est-ce que et donc, 2 ans plus tard, en 2013, là, parce que, bon, entre-temps, en Égypte, il y a eu des élections. Il y a donc un président qui a été élu qui appartenait à un mouvement islamiste. Et là, ça n'a pas plu à l'armée égyptienne. Et puis, bon, il y a des gens, il y a eu un renversement, il y a eu un coup d'État. Et là, les gens sont ressortis dans les rues et là, l'armée leur a tiré dessus. Parce que la première fois, en 2011, l'armée a regardé les manifestants et n'intervenait pas. Et d'ailleurs, les gens embrassaient les soldats et ils leur donnaient des fleurs. Wow. Et il y a un des manifestants à qui j'ai demandé, mais vous n'avez pas peur que l'armée, à un moment donné, reprenne le contrôle? Il dit non, l'armée est du côté du peuple, on aime l'armée, tout ça. Mais 2 ans plus tard, l'armée n'était plus... l'armée a tiré sur le peuple qui manifestait. Et c'était très troublant. Et voilà. Et les gens que j'avais rencontrés là, en 2011 qui étaient si engagés dans le mouvement vers la démocratie, entre-temps, ont eu peur d'être contrôlés par un régime islamiste. Et ils ont eu peur de se retrouver sous une chape de plomb religieuse et ils ont complètement changé de discours pour ce qui est des droits. Et ils appuyaient, c'était sidérant. Je parlais avec des gens qui me justifiait le fait que il y a 1000 personnes qui ont été tuées en 2 jours. Moi, je suis entrée dans j'allais dire une église, dans une mosquée où les blessés étaient amenés et on les voyait mourir l'un après l'autre. C'était horrible. Et les gens que j'avais rencontrés, les grands démocrates de 2011, ils avaient complètement changé de discours parce que là, ils avaient eu peur du tournant que ce gouvernement ou cette présidence qui répondait qui voulait implanter la charia ou que sais-je, là, d'être affecté par ça. Donc, ça les dérangeait plus qu'on tue des gens dans les rues. Tout ça était très questionnant, si on peut dire. Ah, mais c'est certain. Puis surtout, y assister en personne. En tant que journaliste, est-ce que des fois, on a le goût d'en faire plus, comme de prendre action? Bien évidemment, vous témoignez, vous rapportez des faits, mais est-ce que des fois, tu te sens appelé à prendre action, à aider quelqu'un mourant sur le bord de la rue, par exemple? Ah oui, bien ça, c'est les grands dilemmes. Tout à l'heure, tu mentionnais le livre « Qu'auriez-vous fait à ma place ?» Et puis, c'est un livre, en fait, qui a été publié par quelques journalistes de l'agence France-Presse. En fait, c'est l'agence France-Presse qui a publié ce livre et ce sont les dilemmes éthiques et moraux qui se posent aux journalistes quand ils sont sur le terrain, bien sûr. Bien sûr que oui. On peut pas... Par exemple, les règles, sur ce plan-là, oui, d'aider les gens, oui, ça m'est arrivé. Puis on n'est pas supposé
Techniquement, on doit être totalement neutre, mais quand tu sais que... C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est des relations humaines. On n'est pas dans un... Et en plus, ces codes éthiques-là ne sont pas nécessairement connus. Donc, par exemple, j'étais en Haïti pendant après le tremblement de terre de 2010, du 12 janvier 2010. Et j'ai rencontré des gens, j'ai raconté l'histoire d'une famille, je t'en dirai plus tout à l'heure dans le cadre d'une autre question que j'attends. Mais parce que, alors, je demandais à la personne qui m'aidait, ils nous ont invités à souper. Et moi, je savais qu'ils crevaient de faim, quoi. Et je savais qu'ils allaient nous faire le meilleur plat du mois, là, que leur famille allait manger parce qu'ils voulaient nous honorer et tout ça. Et on s'était entendu que discrètement, pas moi, parce que moi, je peux pas sortir mes dollars et tout ça, mais mon collègue allait discrètement, en parlant en créole, glisser un peu d'argent pour les remercier pour le repas qu'ils nous ont fait, parce qu'ils nous ont servi évidemment de la viande et tout, mais ils en mangeaient pas de viande. Donc, pour eux, on est même allé acheter les ingrédients de ce repas avec eux, puis ils voulaient pas qu'on paye. Donc ça, c'est mais oui, d'autres fois aussi. Et parfois, on part et on a le cœur brisé parce qu'on sait qu'on laisse des gens derrière nous qui auraient aimé qu'on les aide, mais qu'on n'a pas pu aider parce que ça se fait pas, puis on peut pas non plus. Et des fois, j'ai fait ça maladroitement aussi, tu sais, mais voilà. Il faut mesurer nos gestes de générosité, mais parfois, c'est juste impossible quand on voit une situation extrêmement difficile de ne pas donner un petit coup de main, quoi. Pour continuer sur le même thème, qu'est-ce que le journaliste a appris sur la justice? Sur l'injustice? Sur la justice. Non, moi, je dirais plus sur l'injustice. OK. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Écoute, le journalisme est la vie. Le journalisme fait partie de ma vie. Et donc, j'ai vu des situations profondément injustes. Et où des gens étaient coincés dans des situations dont ils ne pouvaient pas sortir et puis souvent très complexes. C'est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on voit de l'extérieur. Et donc, oui, de voir qu'il y a des situations où les systèmes judiciaires locaux ne peuvent pas aider les gens, soit parce qu'ils sont en lambeaux, soit parce qu'ils sont basés sur des règles complètement injustes, quoi, ou qui ne respectent pas le droit des gens, soit parce que les gens n'ont pas d'argent pour aller défendre leurs droits devant un tribunal, ou parce que les tribunaux ne fonctionnent pas, ou parce que... Donc, c'est ça. J'ai plus appris sur l'injustice que sur la justice, je pense. Mais c'est les deux faces d'une même médaille, j'imagine. Oui, tout à fait. Puis je pense que dans ces situations-là, on se rend compte aussi que le droit, c'est également sans doute une conception humaine, mais ça façonne à la fois la société et l'inverse aussi. C'est tout est reflété. Donc, effectivement, c'est vraiment pas facile. Et dirais-tu que le journalisme en général est une forme de contre-pouvoir? Bien sûr. Oui, c'est le 5e pouvoir, je pense, ou le 4e ou le 5e. Bien sûr, parce que bien sûr, c'est la définition même du journalisme, parce que à la base, les médias doivent révéler des réalités que des gens veulent garder cachées, quoi. Donc, c'est un contre-pouvoir. Si on dérange pas les gens, on fait peut-être pas du bon journalisme. Remarque. Moi, j'ai pas fait énormément d'enquêtes. C'était pas ça ma spécialité, mais même de raconter ce qui se passe avec parfois peut-être la complicité de notre pays, c'est important, quoi. Et toi, t'écrivais pour quelle raison? Pour comprendre le monde ou pour le changer? C'est les deux, j'imagine. J'imagine les deux. J'écris toujours, mais dans un autre genre. Pour faire comprendre ce qui se passe, mais dans quel but? Pour que les gens soient concernés par les tragédies humaines qui se passent peut-être loin de chez nous. Quand on voit des enfants mourir de faim, ou quand on voit pour montrer la réalité humaine des conflits ou des tragédies qui arrivent à l'autre bout de la planète, et peut-être aussi pour faire une connexion. Et si on fait une connexion, peut-être pour donner l'impression aux gens d'ici que ça les concerne, et donc peut-être qu'on peut faire quelque chose, quoi.
éventuellement. Est-ce qu'il y a une tragédie humaine, tu trouves, qui a été injustement pas assez couverte, dont on n'est pas vraiment conscient en tant que Nord-Américain, on va dire, qu'on a la chance quasiment de ne pas connaître. Bien évidemment, on voit ce qui se passe un peu partout sur le globe, mais il y a plusieurs génocides, injustices qui sont très peu médiatisées. Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête? Oui. Ouais, parce que je dirais c'est ce qui se passe en Libye depuis plusieurs années. Ce que subissent les migrants d'Afrique du Nord en Libye. Et ça nous concerne, en fait. Ça nous concerne parce que, en tout cas, au moins l'Europe, ça concerne l'Europe. Et je rejoins ici l'ancienne présidente de Médecins sans frontières, Joanne Liu, qui, dans le livre qu'elle a écrit il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, sur son expérience, disait que c'est la pire chose comme médecin de Médecins sans frontières à laquelle elle a assisté. Et c'est très peu connu parce que la Libye est un pays un peu obscur pour nous. Et donc, par rapport à mon expérience journalistique, j'ai l'impression que je prends une approche circulaire. Là. Mais, il y a quelques années, en 2017, je crois, j'ai fait un reportage sur le bateau Aquarius, qui était affrété par Médecins sans frontières et une ONG qui s'occupait des migrations internationales. Donc, ce bateau-là circulait en Méditerranée pour venir en aide à des migrants en détresse. Et donc, à un moment donné, le capitaine a reçu un appel au secours. On est allé chercher ces gens-là. Puis moi, mon travail journalistique, c'était de recueillir les témoignages de ces gens-là. Et c'est là que moi, j'ai appris quelque chose que je connaissais mais vraiment pas, d'une ampleur incroyable, comment les migrants partent, disons, de Tunisie ou d'Algérie. Ils font tout ce périple, ils traversent le Sahara avec des passeurs qui les escroquent le plus possible. Ils perdent... il faut qu'ils s'arrêtent pour travailler, pour retrouver les moyens de continuer leur chemin et tout ça. Et ils veulent aller en Libye parce qu'ils sont convaincus qu'en Libye, ils vont pouvoir travailler, notamment dans les puits de pétrole, parce que la Libye, à leurs yeux, est un pays riche. Mais c'est pas ça qui arrive. Ce qui arrive, c'est qu'ils se font kidnapper. Ils se font placer dans des prisons qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement, mais par des groupes armés, parce que la Libye est devenue un État de non-droit. Et ils se font... Et là, j'ai comme des jeunes de 16 ans ou de 18 ans m'ont raconté comment on les utilise d'abord comme esclaves. On les envoie faire des travaux très durs comme esclaves. Et quand on ne peut plus rien tirer d'eux parce qu'ils sont épuisés et qu'ils sont malades, alors il y a tout un stratagème où on appelle leurs parents dans leur pays d'origine. Il y a quelqu'un qui tient un pistolet sur leur tempe et on dit t'envoies 3000 $ ou euros, sinon on le tue. Et donc, ces jeunes-là qui souvent sont partis de leur pays pour aider leur famille, finissent par être ceux qui vident leur famille de leur dernier recours parce que quelle mère ou quel père ne va pas trouver tous les moyens qu'il faut pour sauver son enfant. Et c'est souvent ces gens-là qui se retrouvaient à l'époque sur les bateaux qui allaient vers l'Europe. Donc, c'était... Quand il me racontait, je me souviens que je pleurais. Un ado, entre autres, qui venait du Bangladesh. Il y avait une filière du Bangladesh vers la Libye. Totalement incroyable. Et c'est un jeune homme dont le père était décédé. Ils n'avaient plus rien. C'est le père qui gagnait le pain et le beurre de la famille. Et lui, il a été comme mandaté il est parti, en fait. Il a décidé, lui, de partir pour aider sa famille. Et finalement, il pleurait parce qu'il me disait, ma famille a vendu notre maison, une maison de rien, là, pour me sauver. Et moi, je ne peux pas retourner chez moi. Je ne peux pas parce que qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie pour les aider et je les ai mis dans la misère. Donc, c'est pour ça que quand ils pouvaient, ils essayaient de traverser en Europe dans des conditions extrêmement périlleuses. Tout ce système d'esclavage, je me dis, mais c'est pas possible. On est au 21e siècle, il y a un système d'esclavage. Et là où je dis que ça concerne l'Occident, c'est que pour limiter l'afflux de migrants vers l'Europe a conclu des accords avec ces groupes armés libyens pour que eux ils arrêtent les migrants quand ils partent. Donc vous voyez le paradoxe, c'est que ces mêmes personnes ou qui prétendaient être membres du gouvernement ou être des forces de sécurité libyennes, qui était un concept qui n'existait pas de toute façon, ils étaient tous membres d'un quelconque groupe armé. Donc probablement que c'est des gens qui étaient de mèche
avec ceux qui pratiquaient ce système d'esclavage étaient payés par l'Europe pour arrêter ces mêmes personnes quand elles fuyaient et les ramener entre les griffes de leurs tortionnaires. Ça, ce système-là, l'existence de ce système-là et le fait qu'on est complice comme Occident, disons, ou comme parce qu'on a tellement peur des migrants, ça ben vous voyez, hein, je continue à être un peu indignée. Oui. Non, mais ce qui m'aberre le plus dans ce que tu nous racontes, puis c'est lié à une expérience personnelle, mais c'est à quel point ces problématiques-là, tu sais, non, je n'étais pas avec toi sur le terrain, bien évidemment, j'y ai pas assisté, je fais juste t'écouter, raconter ces histoires-là qui me choquent pareil. Mais c'est à quel point ces problèmes-là ne sont pas nichés. Ne sont pas si nichés que ça. Okay. J'ai entendu des histoires similaires dans d'autres parties de l'Afrique, d'autres parties du monde. Justement, des enfants qui veulent quasiment sauver leur famille, tu sais, qui se donnent à fond. Puis au bout de la ligne, ben, ça devient la goutte qui fait déborder le vase. Puis finalement, quelqu'un voué un bel avenir, ben, est réellement le tendon d'Achille, tu sais, de sa famille ou presque. Quand j'étais au Congo, je menais des entrevues avec des enfants soldats et des ex-enfants soldats en processus de rétablissement. Et puis, à quel point, ce qu'il me racontait, moi aussi j'ai pleuré, c'est certain. Là. Je n'irai pas en détail parce que bien évidemment, c'est toi l'invité. Mais ça m'a choqué à un point incroyable. Puis j'en ai parlé à très peu de gens. Mais ici, ce qui me choquait particulièrement, c'est de voir la politique de l'Europe face à ces gens-là. Parce que là, on les retourne vers leurs tortionnaires. Ça, c'est sûr qu'il y a des enfants qui sont exploités partout. Partout où il y a de la misère, il y aura des enfants. En République démocratique du Congo, il y a des enfants qui travaillent dans des mines, qui perdent leur santé et tout ça. Mais c'est vraiment la complicité. Et c'était comment ils étaient aussi encore une naïveté. Il y avait 2 Maliens sur le bateau. Et il y en a un, il m'appelle à un moment donné, ils étaient assis sur des cordages et il me dit, viens-t'en, on a une question pour toi. Je dis oui. Alors, ils disent, parce que mon collègue, il me dit que l'Italie est à 2 heures, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus loin, c'est au moins 6 heures. Là, je suis partie à rire. Je dis, on en a pour 3 jours, là, tu sais. Ils n'ont aucune idée, ils n'avaient pas d'idée de ce que c'est la Méditerranée. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Mais c'était cette espèce de vision, on fuit l'enfer pour aller en Europe. Et la deuxième fois où j'ai pleuré, c'est quand on s'est posé en Sicile. Et là, on a été accueillis par des médecins, des gardes-frontières et médecins italiens habillés dans des espèces de costumes comme si c'était la peste et le choléra qui débarquaient en Italie. Et ils leur posaient des questions. C'est ça. C'était pas joli. Ils ont eu une bulle d'humanité sur le bateau. Et dès qu'ils ont posé le pied sur le continent, en fait, en Sicile, donc, c'était tout de suite l'espèce de regard avec symboliquement là, ces habits de protection qui couvrent le visage, les mains, les gants, parce que peut-être qu'on va attraper quelque chose, je sais pas quoi. Étais-tu avec les migrants à ce moment-là? Non, moi, j'étais sur le bateau, puis je les regardais de haut. OK. Non, pas de haut. En fait, j'allais pas faire je subissais pas les procédures de. Ouais, je comprends. Mais je les voyais. En tout cas, j'ai plein d'anecdotes, mais je ne vais pas te... Bien, on va en écouter d'autres, c'est certain. Oui, c'est ça. Écoute, je voudrais qu'on passe à un moment que j'attends quand même avec impatience depuis le début du podcast. On l'a dit de prime abord dans l'introduction que, bon, bien évidemment, t'es journaliste, mais maintenant, t'es rendu à autre chose. T'es également, ton rôle le plus important, soit de grand-mère, mais t'es aussi écrivaine, hein? T'es pas seulement bonne pour raconter des histoires comme tu le fais depuis 30 minutes déjà, mais t'es également extrêmement bonne pour les écrire. Donc, tu viens de sortir... Je ne sais pas extrêmement bonne, mais j'aime les écrire. Ben, voilà. Selon moi, là, c'est mon humble avis. Mais justement, tu viens de sortir un nouveau livre. Donc, peux-tu nous le présenter? Absolument. Il est en dessous de la table. Je vais être obligée de me baisser. Oui, vas-y. Alors, voici. Voilà. Ça... Le titre, on me dit, est un peu intriguant. Alors, le titre, c'est « Ça finit quand, toujours ». Et c'est donc mon premier roman. J'ai déjà publié 2 recueils de nouvelles précédemment. Et puis, voilà, c'est un roman que j'ai mis 3 ans à écrire. 3 années durant lesquelles, justement, j'ai
arrêté toutes les autres collaborations journalistiques. J'en avais encore, j'enseignais, puis j'avais quelques contrats ici et là, et j'ai tout arrêté parce que je voulais me consacrer à ce livre qui fait presque 500 pages. Mais on me dit que ça se lit vite. Et puis qui raconte, c'est une saga familiale qui parle d'exil, qui parle de, en fait, comment l'exil nous transforme. C'est un peu ça mon point de départ. Hein. Donc, c'est 4 familles qui quittent la Pologne à peu près au moment où moi je l'ai quitté avec ma famille en 68. Et puis, on les suit selon leurs différents choix de destination. Puis, en fait, une famille reste en Pologne, 3 autres quittent, une aboutit au Québec, une aboutit en Israël et une aux États-Unis. Et puis, comment ces choix-là, mais doublés aussi des rencontres qu'ils vont faire et de tout ce qu'ils auront vécu, leur expérience, va peu à peu les transformer et transformer aussi leurs relations et tout ça. Tu joues beaucoup avec le thème dans ton roman, justement, là, que j'ai lu brièvement, mais de qu'est-ce qui nous serait arrivé, justement, dans un autre contexte, dans une autre situation. Est-ce que toi, si on appliquait le même principe à ta propre vie, tu te serais vu dans une autre vie voter Trump, par exemple? Ben ça, c'était le point de départ. C'était ma question de départ. Voilà. Ah ouais? Oui, parce que j'avais fait un reportage en 2016, avant l'élection où Trump a été élu, dans une ville américaine où vit la famille d'une personne que je considérais comme ma cousine, ou que je considère encore comme une cousine. Et à ma grande surprise, j'ai réalisé que en fait, presque tous les membres de cette famille allaient voter Trump, alors qu'ils venaient, dans ma tête à moi, ça relevait d'une impossibilité. D'ailleurs, j'ai compris à ce moment-là que c'était une éventualité qu'il fallait prendre au sérieux, là, le fait que Trump puisse gagner. Et puis, voilà. Et puis après, Trump a effectivement été élu en novembre 2016. Et après, moi, j'étais comme hantée par cette question. Mais comment ça se fait que ces gens-là, en fait, cette personne-là, parce qu'après, c'est sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, comment ça se fait qu'elle vient du même background, pour parler en bon français, que moi. Elle a été élevée avec grosso modo les mêmes valeurs. Elle a fait, un peu le même bagage historique ou familial. Et nos familles étaient très amies quand j'étais enfant. Comment ça se fait qu'elle a pu voter Trump? Donc, un peu le défi que je m'étais lancé avec mon roman, c'était d'avoir au moins un de mes personnages. Parce que j'ai beaucoup de personnages, mais on me dit qu'ils sont faciles à suivre. À tout hasard, on a mis une liste des personnages au début du livre, si jamais. Mais est-ce qu'une personne qui est éminemment sympathique est bien intentionnée et tout ça, peut, au cours de sa vie, vivre des expériences telles qu'elle va finir par avoir un vote voter pour quelqu'un qui est plus ou moins criminel, ou bien qui a commis des agressions, puis qui est un démagogue un peu de bas étage là et tout. Et alors voilà, c'est à cette question-là que j'ai essayé de répondre, mais c'est pas un livre didactique du tout, c'est vraiment un roman là. C'est juste que dans une première version du livre que j'ai fait lire à une amie, elle m'a dit, j'y crois pas qu'elle a voté Trump. Il faut que tu développes ça, là. Donc, j'ai développé, et là, je pense que j'y suis arrivée. Et après, bien sûr, non, je pense que moi, non. Mais allez savoir, j'ai pas immigré aux États-Unis, j'ai immigré à Trois-Rivières. Et puis, nous, voilà, j'ai vécu, je suis tombée dans un autre terreau, quoi. Oui, Trois-Rivières, c'est effectivement un autre terreau que les États-Unis. Très différent comme réalité. Ouais. C'est tellement intéressant et j'ai hâte de lire au complet. Je peux te promettre déjà que dans les prochains mois, je vais m'y mettre. Pour toi, est-ce que l'exil, c'est plutôt un symbole similaire à une blessure ou à la liberté? C'est sûr qu'il y a une blessure. Ouais. Il y a une blessure. Moi, ma vision de la vie, c'est que chacun de nous porte une blessure. Et la mienne n'est pas si dramatique, en fait. Est assez banale. Et on n'a pas eu un exil difficile. Ma famille a eu un exil assez facile. On a atterri dans une communauté qui nous a accueillis à bras ouverts. Avec quand même, il y a eu des difficultés, mais mes parents avaient un très bon travail et tout ça. Donc, on n'a pas vécu de misère. Mais néanmoins, c'est une blessure, comme quelqu'un qui a perdu un parent en bas âge ou qui a
On a tous nos blessures, quoi. Il y a pas de vie sans blessure. Mais moi, ça a été celle-là qui m'a défini beaucoup. Mais aussi, je dirais pas, tu as dit liberté. Non, pas liberté, mais ouverture. Parce que tu es condamné à avoir différents regards. Okay. Parce que tu as vu certaines choses, tu as vu des gens porter un regard sur, je sais pas, sur la société d'accueil, par exemple, sur le Québec. J'ai vu des Polonais qui avaient un certain regard pas toujours positif sur le Québec. Et moi, j'ai dû me situer par rapport à ça. Où est-ce que je me situe? Et donc, et tout au long de ma carrière, plus que les guerres, moi, je me définis pas comme une journaliste de guerre a priori, ce qui, moi, m'a obsédée pendant toute ma carrière, c'est justement d'aller chercher ces regards, ces différents regards, et d'essayer de comprendre comment on peut voir la même réalité de façon diamétralement opposée. Qu'est-ce qui nous manque? Quels sont les lieux de dialogue qui manquent, ou les informations, ou les médias qui ne racontent pas tout, qui ne disent pas tout, qui testent certaines réalités. Donc, c'était ça beaucoup quand j'allais sur des terrains de guerre, des fois, j'avais un peu honte de moi parce que, justement, j'allais pas dans les... J'ai rencontré des journalistes qui disaient « On va sur la ligne de front ». Moi, je détestais pas aller chercher une ligne de front parce que, un, ça m'intéresse pas. Deux, ça me tentait pas parce que j'ai pas envie de recevoir une balle sur la tête, là. Mais ça m'intéresse pas. Les lignes de front ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéressait, c'est en arrière ce que les gens vivaient. Et est-ce qu'ils cherchaient une libération? Est-ce qu'ils avaient peur? Quels étaient leurs espoirs? Voilà. Donc, quels étaient les regards différents? J'ai fait un voyage en 92 en ex-Yougoslavie que je prête gentiment à un de mes personnages. sauf que elle le fait dans le cadre d'une mission humanitaire justement de droit international. T'es pas rendu là dans le livre, donc tu le sais pas. Mais voilà. En Croatie, en fait. Il y avait une ville qui s'appelait Vukovar, puis mon personnage, comme elle fait un stage avec Human Rights Watch, puis elle recueille des témoignages de Croates qui ont vécu des choses très difficiles à Vukovar. Mais ça, ce que justement, alors en 92, moi j'ai fait un tour je suis allée en Croatie, en Serbie, un peu en Bosnie, où la guerre commençait. À cette époque-là, en Croatie, elle était en train de se terminer. Et j'étais complètement fascinée par les regards diamétralement opposés sur ce qui se passait. Et tout le monde me disait, on vivait bien, Serbes, Croates, on s'entendait bien, on se mariait entre nous, il n'y avait pas de problème. Et du jour au lendemain, des voisins ont commencé à nous tuer, disons. Ça, c'est un peu comme ce qui est arrivé aussi au Rwanda. C'est le genre de récit qu'on a entendu au Rwanda. Alors, comment est-ce que ça a pu arriver? Comment une telle haine a pu s'installer? C'est quoi les mécanismes? Et pourquoi l'autre, celui qui est accusé d'avoir tué, ne voit pas ça? Voilà. Donc, et comment des gens super sympathiques avec qui on prend un café dans un café de Zagreb et tout à coup, ils te disent des horreurs. D'où ça vient? Quels médias ils regardaient? D'où viennent leurs informations? Donc, c'était plus ce genre de quête-là que la quête de la ligne de front dans mon cas, ouais. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, qui voudraient commencer la quête pour se procurer l'un de tes livres, où est-ce qu'on peut les trouver? Dans toutes les bonnes librairies. Super. En ligne également ou? Oui, mais vous pouvez les acheter en ligne, comme avec les sites libraire.ca ou chez Boréal. Le livre est apparu en mars dernier et il est publié par les éditions du Boréal. Donc, on peut aller sur le site du Boréal pour l'acheter et puis il est aussi dans toutes les bonnes librairies et il pèse 596 grammes. Très précis. Je l'ai pesé, mais ça se transporte bien quand même. Super. Et d'ailleurs, je tiens à te féliciter. Tu es en nomination pour 2 prix en France, d'ailleurs. Oui. Donc, je voulais te féliciter. Merci beaucoup. Très impressionnant. Le prix du premier roman Stanislas et l'autre, en fait, je suis sélectionnée par la FNAC, qui est le réseau des librairies françaises, en première sélection. Après, on verra, mais c'est quand même assez sympa, oui.
Donc, merci beaucoup de nous avoir présenté ton roman. Donc, pour ceux et celles qui veulent le chercher, Agnès Gruda, Ça finit quand? Toujours vraiment un excellent livre que je vais moi-même lire. Et donc, on est déjà rendu à notre segment, à notre intermission, on va dire. Ah, d'accord. Alors, comme je te l'ai déjà mentionné, on demande à tous nos invités d'apporter un objet qui les représente ou encore qui représente les droits humains pour eux. Donc, Agnès, tu nous as réservé quoi, là? Tadadam! Alors, voici mon objet. Alors, est-ce que je le présente du bon côté, là? Oui, OK. Alors, ceci est un petit drapeau, comme vous pouvez voir, et ce qui est écrit dessus, c'est en caractère cyrillique, en fait, en ukrainien, mais ça pourrait être en russe. En russe, ça serait pareil. Ouais. Tak, ça veut dire oui. Et Yushchenko, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça te dit quelque chose? Tak Yushchenko. Le nom de Yushchenko, ça te dit rien, probablement. Non. On est en 2004. Ça fait 5 ans. C'est correct, c'est très correct, voilà. Alors, en 2004, en fait, c'est la première révolte ukrainienne pour défendre leur démocratie, qu'ils sentaient menacée. En 2004, il y avait eu des élections et c'est lui qui a remporté l'élection, s'appelait Viktor Yanukovych, et il était, on savait qu'il était associé à la Russie, aux Russes. C'était comme un premier, si tu veux, c'était un premier pas vers ce qu'on vit maintenant, l'agression de l'Ukraine par la Russie. Mais donc, à l'époque, Poutine essayait de contrôler en intervenant plus ou moins discrètement dans un processus électoral. Mais alors, Viktor Yushchenko, c'est deux Victor. Viktor Yanukovych, Viktor Yushchenko. Je ne veux pas mêler les gens qui nous écoutent, mais Yushchenko représentait les gens, la faction pro-démocratie, et beaucoup d'Ukrainiens estimaient que leur élection leur a été volée, que les résultats ont été trafiqués au premier tour. Donc, ils sortaient dans les rues pour vraiment massivement. Il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes, et leur couleur, c'est ce qu'on a appelé la révolution orange. C'était la première, ce qu'on appelait les révolutions de couleur, parce qu'après, il y a eu plusieurs autres révolutions avec des couleurs, comme emblème, là, mais celle-là, c'était la révolution orange. Et puis voilà, tu sais, c'était encore un autre exemple de quand un peuple se soulève, la force qu'il peut avoir, c'était massif. C'était massif. Les gens, ce qu'ils disaient, c'est qu'on n'a plus peur, on n'a pas peur du régime, on s'en fout si on nous met en prison. Nous, on veut que l'Ukraine puisse voguer vers la démocratie et prendre en main son destin et blablabla. Bla. On sait où ça a amené 10 ans plus tard. En fait, ils ont gagné. En 2004, ils ont gagné parce qu'il y a eu un deuxième tour et c'est Yushchenko a remporté l'élection. Et c'est Yushchenko, d'ailleurs, qui avait le visage tout variolé. Et on croit que c'était parce qu'il a survécu à une tentative d'empoisonnement russe. Ça, c'est les belles méthodes pour gérer les relations internationales, n'est-ce pas? C'est d'empoisonner les gens. Et puis, malheureusement, comme ça arrive parfois, il a beaucoup déçu. Son gouvernement a déçu pour toutes sortes de raisons. Il y a eu de la corruption, tout ça. Et puis, quelques années plus tard, donc, l'autre, celui qui n'avait finalement pas gagné l'élection de 2004, est revenu au pouvoir. Il a gagné une élection. Et puis, voilà, on sait ce qui est arrivé par la suite. Ce Yanukovych a décidé qu'après avoir promis de mener l'Ukraine vers l'Europe, a décidé d'arrêter tout ce processus. En 2014, les gens sont ressortis dans les rues, 2013-2014. Et puis, ça a amené à une guerre, la première guerre entre la Russie et l'Ukraine, une première invasion aussi de l'Est de l'Ukraine, l'annexion de la Crimée. Oui. Donc, c'est tout ça. Donc, ça représente... et puis, en 2022, une invasion terrestre qu'on n'aurait jamais cru possible. Voilà. Mais ça représente l'espoir pour moi. Ça, c'est l'espoir des gens qui pensent qu'ils peuvent prendre leur destin en main. Et puis, voilà, je souhaite aux Ukrainiens d'y arriver. Et puis, les factions ou les groupes, les mouvements qui gagnent ces révoltes-là ne sont pas toujours parfaits. Mais, voilà, l'Ukraine aurait pu cheminer
vers son propre destin, se débarrasser de ce gouvernement-là qui s'est avéré un peu corrompu, en élire un autre, mais on les a pas laissés faire, quoi. Bien, en tout cas, c'est très bien dit, Agnès. On va déjà être rendu à notre deuxième segment. Je voulais en fait parler et commenter un peu l'actualité dans le monde avec toi et également parler de droits humains. Quand tu regardes ce qui se passe en immigration avec Trump aux États-Unis, mais également à Gaza, est-ce que tu as l'impression d'assister à une guerre civile? Aux États-Unis, oui, c'est drôle parce que j'en discute beaucoup à la maison. Bon, la guerre civile, l'idée qu'on a de la guerre civile, c'est qu'il faut prendre les armes. Donc, c'est ça, une guerre civile, c'est quand une faction un groupe d'un pays se bat contre un autre, que ce soit l'armée ou des gens qui sont révoltés ou qui sont opposés au gouvernement. Mais c'est pas comme ça que ça se présente. Mais de plus en plus, aux États-Unis, moi, je vois un pays qui est coupé en deux, où un peu des forces antidémocratiques sont en train de gagner et établissent leur pouvoir par la force et parfois avec insuffisamment de réaction. Je pense, par exemple, quand on impose quand on interdit aux universités, quand Trump interdit aux universités de parler d'inclusion et de diversité, et si les universités ne se plient pas, elles vont avoir une pénalité financière. Donc ça, c'est très étonnant, mais ce qui m'a vraiment fait me dire, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, que là, on entre dans une autre phase. C'est pas qu'une guerre civile via les tribunaux, via les médias, via les réseaux sociaux et via des gestes, disons, qui sont parfois violents, là, d'arrestation et tout ça, mais qui restent pas dans le domaine de la guerre, mais dans le domaine des actions d'un gouvernement. C'est la garde civile qui a débarqué à Washington. Ouais. La garde nationale, pardon. Voir la garde nationale débarquer dans la capitale des États-Unis et voir aussi que c'est contre la volonté des dirigeants de cette ville-là, de la mairesse et tout ça. Et ça, moi, ça me fait craindre une escalade qui, à un moment donné, il y aura une confrontation. Et est-ce que de l'autre côté, il y aura des armes? Ça, je ne sais pas. Mais où est-ce que, tant que l'armée soutient ce gouvernement-là, on n'est pas dans un état de guerre civile, mais on voit quand même que l'administration Trump s'organise pour avoir une mainmise militaire hors de l'armée régulière. Et je pense que ça, c'est un précédent. C'est sans précédent, à mon avis, à ce que j'en sache. Et c'est très épeurant. Donc, on est dans une escalade et je ne sais pas où elle va mener, mais c'est très certainement une logique qui pourrait mener vers une vraie guerre civile. Pas juste une guerre civile des idées ou des politiques, mais carrément une guerre civile. Et on espère que ça n'en viendra pas aux armes, bien évidemment. Là. Mais moi, quelque chose qui me fascine, et je suis super intéressé par la politique, j'ai écouté pendant des heures et des heures des discours, en fait, de politiciens, autant dans les années 50-60 que, bien évidemment, bien sûr qu'on a de la difficulté à manquer dans les médias, soit ceux de Trump. Là. Et quelque chose qui me fascine, c'est à quel point, je trouve, les politiciens d'autrefois étaient, oui, charismatiques, mais arrivaient à rallier. À travers les lignes de parti et tout ça, on les écoute, puis bon, je suis pas américain, mais je voterai pour eux. Oui, je voterai pour eux. C'est même pas des situations qui me touchent, moi, personnellement. Mais je trouve qu'on a perdu un peu cette passion-là, puis la possibilité de parler à travers les lignes de parti. T'en penses quoi? Tu veux dire le fait qu'on puisse faire du de représenter, en fait. C'est ça, de représenter la population. Non, mais tout, aux États-Unis, tout fout le camp. Oui. Tout fout le camp. Tous les symboles de la démocratie, tous les symboles du civisme politique, tout. Donc, c'est ça, encore une fois, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. C'est sidérant. Et à chaque nouvelle étape, là, c'est les tribunaux, c'est la mainmise sur les tribunaux. Tu sais, c'est ça, il y a plusieurs, ce qu'on a appelé au cours de, peut-être depuis 10-15 ans, les démocraties illibérales qui se sont implantées dans plusieurs pays, notamment dans des pays qui, il y a 30 ou 40 ans, se débarrassaient de leur régime autoritaire et qui glissent à nouveau. Mais on voit, il y a une procédure qui est partout la même. Il y a comme un scénario copier-coller, là, on pourrait dire. Et les États-Unis sont là-dedans. Et qu'est-ce que c'est? Bien, c'est
Premièrement, bon, un gouvernement démagogique se fait élire en jouant sur des thèmes, en ralliant les gens autour de thèmes qui en excluent d'autres, contre les immigrants, contre ceci, cela. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils s'attaquent aux tribunaux. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils affaiblissent le contre-pouvoir. Ça s'est fait en Hongrie avec Viktor Orban. Ça s'est fait aussi en Pologne. Là, il y a comme peut-être un retour, là, mais quand le gouvernement du parti PiS, qui veut dire justice et... J'ai oublié, j'ai un blanc de mémoire, c'est pas grave, a été élu, la première chose, ça a été affaiblir la Cour suprême. Changer le mode de nomination, changer leur pouvoir. Parce que le premier contre-pouvoir, c'est la Cour suprême. Qu'est-ce que Benjamin Netanyahou a fait en Israël, en plus, à part de mener une guerre atroce contre Gaza? Mais avant que cette guerre commence, avant les attaques du Hamas contre Israël et la réponse épouvantable israélienne, de l'armée israélienne, il y avait une réforme des tribunaux, du système judiciaire contre laquelle les gens descendaient massivement dans les rues, mais ils n'arrivaient pas à la stopper. Donc, première chose, on affaiblit le système judiciaire, les contre-pouvoirs judiciaires. On affaiblit quel autre contre-pouvoir? Les médias. On parlait tout à l'heure des médias. Ouais. Partout, il y a Trump, ce qu'il fait, c'est horrible par rapport aux médias. Il les affame, il s'organise pour les forcer à congédier certaines vedettes qui sont critiques de son administration. Donc, on fait ça. Et on s'attaque aussi à ceux qui diffusent le savoir. Donc, aux universités. J'ai pas besoin de te dire ce qui s'est passé avec Harvard, puis Columbia, puis tout ça. Ouais. Et maintenant, la dernière histoire, mais complètement farfelue, c'est qu'il veut arrêter des satellites de diffuser des informations sur le réchauffement climatique. Donc, on veut contrôler la réalité. On veut changer la réalité parce qu'elle ne nous convient pas. Parce qu'on veut. Donc, tout ça, bien sûr, Donald Trump l'adapte à sa façon, à la réalité américaine. Mais on a vu ça ailleurs. Et parfois, je crains, moi, qu'à un moment donné, ça aille trop loin et qu'on puisse plus revenir en arrière à moins ça va prendre des années, puis. Et puis voilà, tu sais, peut-être un autre soulèvement, peut-être une guerre civile, je n'en sais rien. Mais il y a un moment où ça va trop loin, donc ces contre-pouvoirs-là ne sont plus utilisables, ne peuvent plus servir de contre-pouvoir. Tu viens de comparer, en fait, oui, ce qui se passe aux États-Unis, mais également ce qui se passe en Israël avec Benjamin Netanyahou, notamment. En tant que Juive, bien évidemment, qui a, j'imagine, été impactée de près ou de loin par l'Holocauste, comment est-ce que cette expérience-là change la perception du conflit actuel? Il y a en fait, ça peut changer de différentes façons. Je peux parler pour moi, mais je sais que pour certaines personnes, ça change autrement. D'abord, sur l'impact, ma famille, donc une partie de ma famille a été exterminée à Treblinka ou dans le ghetto de Varsovie. Donc, c'est des gens que j'ai pas connus parce que je suis née quand même plusieurs années après la guerre. Mais c'est sûr que j'ai été élevée un peu dans l'ombre de la guerre. Il y en a question un petit peu dans mon roman. J'espère que ça te plaira, cet aspect-là, parce que oui, je savais qu'il y a une partie de ma famille qui avait péri, même si comme enfant, c'était pas clair exactement ce qui s'était passé, mais c'était très présent. Et plus tard, j'ai compris, c'était quoi la Shoah, l'Holocauste et tout ça. Et donc, ce que ça me fait en moi, c'est d'abord une hypersensibilité à tous les racismes. Dans mon cas, moi, c'est pas juste l'antisémitisme, c'est tous les racismes. Parce que je sais que quand ça commence, quand des politiques racistes se mettent en place, ça peut être très progressif et puis ça peut mener très loin. Donc, moi, je suis hypersensible à ça. Mais j'ai un personnage dans mon roman qui dit, il y a des gens, après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont dit « plus jamais ça ». Mais ça veut dire quoi, plus jamais ça? Et il y a des gens pour qui plus jamais ça, ça veut dire plus jamais ça aux Juifs. Et alors, voilà, quand le Hamas mène cette horrible attaque et tue 1000 Juifs à la frontière de Gaza,
on peut dire tout est permis parce que ça ne peut plus jamais arriver aux Juifs. Mais on peut se dire aussi plus jamais ça à personne. Et c'est plutôt moi, ça a été plus ma leçon à moi, si vous voulez, ou ce que moi j'ai gardé de ce bagage-là. Mais je suis bien d'accord avec toi. Ça se répète trop souvent dans différentes parties du globe. Pas seulement, bien évidemment, Gaza, c'est déjà passé et peu importe le peuple affecté. Là, et bien évidemment, plus jamais pour personne. Donc, quand tu regardes ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, là, comment tu te sens comme citoyenne engagée, comme ancienne journaliste? En fait, je me sens, sur le plan humain, totalement démoralisée. Et j'ai eu plusieurs conversations avec des gens pour essayer d'expliquer, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais il n'y a pas que Gaza, il y a une guerre au Soudan, il y a d'autres horreurs qui se passent sur la planète. Pourquoi parler de Gaza plus que d'autres régions du monde où il y a des guerres, des famines et tout ça? Pour moi, il y a vraiment ce qui se passe à Gaza en ce moment. On est devant une guerre d'extermination, carrément. Et je suis pas la seule à le dire parce qu'il y a des chercheurs, des spécialistes de la Shoah israéliens qui disent qu'on est face à un génocide ou une volonté de génocide ou un génocide en cours, appelez ça comme vous voulez, mais que ce mot qui commence par un G a tout à fait droit de citer maintenant pour toutes sortes de raisons et parce que tu as 2 millions de personnes qui sont coincées, qui ne peuvent pas fuir le territoire qu'ils habitent, parce qu'on ne peut pas fuir Gaza. Il y a quelques-uns qui avaient de l'argent, qui au début du conflit ont pu peut-être acheter un droit de sortie avec des complicités, tout ça, mais il faut comprendre que c'est la bande de Gaza à 40 km de long, bord de la Méditerranée. La mer est contrôlée complètement par Israël et tout le territoire est encerclé. Donc, il y a quelques points de sortie qui sont contrôlés par Israël également, et on ne peut pas sortir. C'est différent. Peut-être que tu te rappelles quand la guerre en Ukraine a commencé, il y a peut-être 3 ou 4 millions d'Ukrainiens qui ont fui vers la Pologne et vers d'autres pays voisins. Ouais, l'Ukraine, c'est gros. Oui, et il y a plusieurs frontières, c'est ça. Mais c'est surtout que les frontières étaient ouvertes. Ou en tout cas, elles étaient existantes. Ici, il n'y a pas de frontières, il n'y a que des murs. Donc, les gens ne peuvent pas fuir. Et ça, pour moi, je ne peux pas faire autrement que voir les images du ghetto de Varsovie. Parce que dans le ghetto de Varsovie, les Juifs qui étaient enfermés dans le ghetto de Varsovie ne pouvaient pas fuir. Très rares sont ceux qui ont réussi à fuir. Donc, et ces gens-là se font bombarder, se font affamer de façon délibérée. Ça, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des convois d'aide alimentaire et humanitaire, de médicaments aussi et tout, qui sont à la porte de Gaza. Et on ne les laisse pas entrer. Au contraire, ou bien on les a laissés entrer par une organisation humanitaire bidon qui attire les gens vers des endroits hyper dangereux et qui fait en sorte, et comme personne ne sait s'il aura de la nourriture ou non, ils se précipitent, il y a des escarmouches et on leur tire dessus. Il y a déjà plus de 1300 personnes qui sont mortes, pas de faim et pas des bombes, mais d'avoir été chercher de la nourriture. Wow. C'est du sans précédent, ça. 1300 personnes en quelques semaines, un mois ou 2 mois, je ne sais plus. Et au moment où on se parle, donc pas plus tard qu'hier, je crois que c'est l'Organisation mondiale de la santé ou en tout cas une agence de l'ONU a décrété qu'on était au stade de la famine. Il y a différents stades. Il y a les stades d'insécurité alimentaire et tout ça. Là, on est au stade de la famine. Il y a tous les jours des gens qui meurent de faim. Ou bien, et même ce qui est totalement sans précédent, qui est totalement unique, c'est que le personnel médical a faim aussi. J'ai vu des gens qui témoignaient, des médecins de Gaza, qui disaient « Je m'évanouis ». Les infirmières s'évanouissent au travail parce qu'elles ont faim. On ne mange plus qu'un repas par jour. Et encore, c'est pas assez. Et les journalistes aussi ont faim. À part le fait il y en a plus de 200 qui ont été tués par l'armée israélienne, mais ils ont faim. Il y a un truc poignant qui, pour moi, j'ai jamais vu ça en 40 ans de carrière journalistique. Des journalistes de l'agence, un journaliste de l'agence France Presse qui a publié une vidéo poignante qui était relayée par ses patrons
C'est un journaliste, c'est un vrai journaliste, c'est un professionnel, quoi. Et il dit, moi, j'arrête de travailler, je suis trop faible. Je ne peux plus travailler, j'ai faim. Je suis sous-alimentée. Ça, moi, j'ai jamais vu ça. Alors, il y en a un sentiment d'impuissance épouvantable, de loin. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou continue à dire que tout ça, c'est fabriqué et envoie de la propagande que certaines personnes que je suis sur Facebook relaient, donc comme pour semer un doute. Non, c'est pas la faute d'Israël. S'il y a une famine à Gaza, j'ai même vu une vidéo où un soldat israélien dit, vous voyez, il y a le drapeau israélien sur ces camions, ça c'est de l'aide alimentaire pour Gaza, et il s'est rempli de boîtes de thon. Je savais pas que c'était une priorité dans l'aide alimentaire d'amener des boîtes de thon, mais en tout cas. Et nous, on veut entrer et les organisations internationales humanitaires nous empêchent d'entrer. Mais c'est n'importe quoi. Oui. Parce que c'est pas l'ONU qui contrôle la frontière, c'est Israël qui contrôle la frontière. Mais tout ça, dans le but de semer un doute. Et finalement, je ne comprends pas qu'on réagisse pas comme humanité, comme communauté internationale, qu'on n'agisse pas plus. Je ne comprends pas. Comme si le fait d'avoir été attaqué en 2023, en octobre 2023, par le Hamas, et donc d'avoir subi un crime massif, donnait au gouvernement israélien le droit de faire tout ce qu'il veut. Et c'est ça, moi, ça me... Je n'ai pas de mots, là, quoi, pour... Et justement, je veux aborder ce que tu viens de dire. Le fait qu'une action, du Hamas justifie, des mois, voire des années, d'action de riposte, on va dire, par Israël. J'ai l'impression que j'entends beaucoup de gens dire « Ah, mais ils ont fait ça avant, non, ceux qui ont commencé, si et ça. » Et puis l'histoire de Gaza, d'Israël, la Palestine, commence pas il y a 2-3 ans. Là. Ça commence il y a des dizaines d'années. Donc, comment démêler tout ça? Quelle est la vérité qui doit ressortir du conflit? Moi, j'ai entendu des journalistes ou des gens qui dirigent des médias dire avoir peur de nommer les choses parce qu'ils disent « c'est trop compliqué ». De toute façon, c'est très compliqué. Moi, oui, il y a des complexités. Il y a des couches de complexité, évidemment. Le Hamas n'est pas un mouvement très sympathique. Moi, j'ai déjà couvert à Gaza comme sujet. J'ai fait un reportage parce qu'il y a eu une guerre civile. Parlons de guerre civile dans la bande de Gaza. Il y a le Hamas qui avait gagné des élections, si je me souviens bien, en 2006. Et qui était en conflit avec le Fatah qui est le mouvement qui contrôle l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Il y a eu une guerre civile entre les deux et finalement, le Hamas a pris contrôle de la bande de Gaza, des 2 millions de personnes qui y vivent. Mais pendant le Hamas faisait des exécutions extrajudiciaires, j'avais fait un reportage sur une famille dont le père de famille c'était un sympathisant du Fatah et il a été tué par le Hamas. Donc, bien sûr, il y a ces complexités-là. On peut, d'ailleurs, si Israël laissait entrer les journalistes occidentaux sur le terrain, ils pourraient raconter tout ça, mais il ne le fait pas. Mais à la base, il y a quand même une situation qui est simple. Il y a un territoire où vivent 14 millions de personnes. 7 millions de Juifs, 7 millions d'Arabes palestiniens. Et si on prend, là je prends tout Israël, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Et les colons juifs en Cisjordanie et les Arabes qui ont la souveraineté israélienne parce qu'il y en a 20% de la population d'Israël sont des Arabes. Il ne faut pas oublier ça. Donc on a 14 millions de personnes. Et en ce moment, il y a une lutte pour ce territoire. Moi, je vois ça plus comme un conflit territorial que comme un conflit religieux. La religion est utilisée dans ce conflit-là, notamment du côté israélien, parce que on laisse ce qui se passe à Gaza est terrible, mais à côté, ce qui se passe en Cisjordanie, occupée par Israël, il y a une politique d'occupation territoriale de plus en plus accélérée et agrandie. Donc, il y a de plus en plus, chaque jour, là, des Palestiniens qui doivent fuir leur village parce qu'ils sont attaqués
par des colons juifs ultra-religieux. La religion est utilisée ici carrément parce qu'on veut récupérer ce territoire pour des raisons religieuses, supposément. Et parfois sous le regard de l'armée israélienne, quoi. Des gens attaquent, brûlent des maisons, brûlent des champs, brûlent des oliveraies et privent les gens de leur source de revenus. Il y a un discours de haine qui est propagé par plusieurs ministres du gouvernement israélien et qui encourage ça parce qu'on veut reprendre tout ce territoire. Où est-ce qu'ils vont aller, tous ces gens, tous ces Palestiniens? On ne le dit pas, c'est pas clair. Mais donc, il y a une situation de guerre pour le territoire dans laquelle le gouvernement ultranationaliste et suprémaciste de Benjamin Netanyahou place ses pions pour, d'un côté, par les armes, récupérer Gaza. Ils veulent réoccuper même la ville de Gaza parce que, bon, ils sont en train de commencer. Ça va être un carnage horrible, là, ce qui se passe. Ce qui s'annonce, là, au moment où on se parle, on est le 23 août, là. Et puis, de l'autre côté, et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais ce qui se passe en Cisjordanie occupée, où il y a maintenant 1,5 million de colons juifs. Les premières fois quand j'ai commencé à couvrir cette région du monde, il y avait 100 à 150 000. Ça, c'était au début du 21e, dans les années 2000. Au début des années 2000, il y avait 100 ou 150 000 colons juifs en Cisjordanie. Maintenant, ils sont 500, 600 000 si on inclut le Jérusalem-Est, la partie arabe de Jérusalem. C'est énorme. C'est énorme. Aucun gouvernement israélien n'a jamais vraiment arrêté ça, mais maintenant, ça va à une puissance 1000. Oui. À une puissance 1000. Donc, si on regarde ça, on peut toujours ramener ça au plus simple dénominateur. Il y a 14 millions de personnes. Il y a en ce moment à peu près autant de Juifs que d'Arabes palestiniens qui vivent sur ce territoire, qui sont condamnés à s'entendre à un moment donné. Ils ne peuvent pas s'entretuer tout le temps. Bien sûr, le Hamas aimerait tout récupérer. C'est pas vrai qu'ils veulent avoir deux pays. C'est pas vrai qu'ils veulent que le projet sioniste se poursuive, qu'il y ait un Israël juif. Mais du côté israélien, on veut aussi tout récupérer. Moi, on a beaucoup reproché aux militants pro-palestiniens, qu'on appelle pro-palestiniens, d'utiliser le slogan « de la rivière jusqu'à la mer ». Qu'est-ce qu'il dit, ce slogan? On ne sait pas trop. C'est du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée, la Palestine sera libre. Est-ce que ça veut dire qu'elle sera libre à côté d'un État israélien ou peut-être plutôt qu'elle va occuper tout ce territoire? On ne sait pas. On peut présumer l'un ou l'autre. Mais la politique qui est menée du côté israélien, c'est aussi de la rivière à la mer. C'est la même politique, mais de l'autre côté. Mm. C'est aussi du Jourdain jusqu'à la Méditerranée. Israël occupera tout ce territoire. C'est ça qui se passe maintenant. C'est pas obligé d'être ça. Il pourrait avoir un autre gouvernement israélien qui mène une autre politique, qui évacue des colonies, qui sont des implantations qui se répandent, qui changent de cap. Malheureusement, il y a une telle radicalisation et malheureusement, les attentats d'octobre 2023 ont ouvert la porte à cette politique d'occupation effrénée et violente. Donc, je suis encore une fois, moi, je cite souvent quand les quelques textes que j'ai écrits là-dessus pour la presse, je me suis la plupart du temps appuyée sur des journalistes israéliens, juifs, qui n'en peuvent plus. Ils sont pas assez nombreux, mais ils n'en peuvent plus de voir ce qui se passe. Ils ont honte de leur gouvernement. Ils veulent se dissocier de ce gouvernement sanguinaire. Mais il y a aussi et aussi tous ces chercheurs universitaires israéliens qui disent ce qui se passe maintenant. Je suis un spécialiste de l'Holocauste, des génocides, et ce qui se passe maintenant, ça correspond à tous les critères d'un génocide. Donc voilà. Comment tu penses que le conflit va se terminer et également, comment est-ce que tu espères qu'il se termine? J'ai aucune idée. Je ne sais pas. J'ai peur qu'il y ait beaucoup, beaucoup de morts encore avant que ça se termine. Et je ne sais pas. Est-ce que la communauté internationale va finir par réagir quand elle fait presque rien, alors que tu as 2 millions en ce moment, 2 millions de personnes qui vivent un état de famine fabriqué de toutes pièces?
Ben, j'espère que ça se finisse, puis j'espère qu'on sera capable de reconstruire soit une solution des deux États ou d'une espèce de fédération où ces deux groupes pourront coexister ensemble. Mais il faudra faire en sorte, je ne sais pas comment y arriver. Ben, en fait, heureusement, personne ne me le demande, donc je n'ai pas à part toi ici. Mais je ne sais pas. Mais c'est clair pour moi. Et il y a des Israéliens qui appellent la communauté internationale à sanctionner ce gouvernement. Et justement, mais on ne le fait pas. On va en parler de la communauté internationale brièvement. Ça va être l'une des dernières questions, là, parce qu'on a tellement une discussion animée et intéressante. Honnêtement, puis c'est même pas une blague en disant ça, mais j'apprends tellement à t'écouter, donc merci pour ça. Ça me fait plaisir. Mais oui, en parlant du côté international, c'est quoi ta vision du droit international, des tribunaux également, comme le CPI? Dans ces dernières années, ces grosses évolutions-là, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une période sombre pour le droit international et les organes internationaux. Comment est-ce que tu interprètes la situation? Je pense que c'est une période sombre pour toute cette espèce d'architecture, de loi, d'organismes, de tribunaux qui sont nés dans l'après-guerre et toujours avec cet esprit, plus jamais ça, il faut que les humains se civilisent et trouvent une façon de gérer leurs conflits différemment. J'ai pas suivi de très près l'évolution de la CPI, la Cour pénale internationale. Je l'ai suivi un peu, mais pas tant que ça. Je sais que le problème avec cette cour-là... En 2002, j'avais couvert le procès de Slobodan Milosevic, l'ouverture du procès de Slobodan Milosevic, qui était le dirigeant de l'ex-Yougoslavie, puis qui était celui qui a mis en place la politique qui a conduit à une guerre... des guerres civiles en série dans les Balkans, dans les pays qui autrefois formaient un seul pays, qui en forment plusieurs maintenant, l'ex-Yougoslavie. Et puis, j'avais... et c'était ça a pris très longtemps. C'est des procès qui sont très longs. À l'ouverture de ce procès, j'ai rencontré, entre autres, un journaliste qui était un survivant du génocide de Srebrenica. C'était un des... en Bosnie, où il y a 9000 hommes qui ont été pris à part et tués. Lui, il avait, par un miracle, il avait survécu. Et il était, encore une fois, je vais te parler d'espoir, parce que je me souviens de comment il couvrait ça pour un journal de Bosnie. Mais c'était, voilà, mon père est mort dans ce massacre, moi j'ai survécu, et maintenant, il y a cette espèce d'impression que justice sera faite. Mais ça a pris du temps et finalement, Milosevic est mort en prison, quoi. Il est mort, il n'a pas eu le temps d'avoir une sanction. Le fait d'avoir subi un procès, c'était déjà une forme de sanction, mais oui, comme l'ONU, toutes les agences de l'ONU qui sont maintenant attaquées même par Trump, par Donald Trump, par d'autres, et qui arrivent à leurs limites. J'ai l'impression, ça va peut-être être très simpliste ce que je dis, mais que ces outils-là doivent être un peu réinventés. Mais je suis d'accord avec toi. Mais je ne jetterai pas la CPI aux oubliettes, mais il faut repenser tout ça. Mais je crois que la structure est essentielle, elle doit être préservée, mais doit être changée et de grande façon. J'étais à Genève il y a quelques mois, en fait, là, et on a été visiter, bien évidemment, et discuter avec des têtes de l'ONU, de l'OMS, aussi de l'OMC, et ça se sentait. Il y avait une lourdeur quelconque dans l'air. Les gens nous parlaient de l'avenir, n'osaient pas aller dans plus que 3 mois. Ils parlaient de perspectives. Il y avait la discussion à parler d'espoir, comme tu le fais actuellement. Je suis sorti de ces rencontres-là démoralisé. Oui, démoralisé et désillusionné, je dirais. Oui. Mais t'en sais probablement plus que moi, là, parce que récemment, t'as parlé avec tous ces gens et t'as visité. Mais je sais pas, moi, je suis fondamentalement une personne optimiste. J'avoue que mon optimisme en prend un coup. Ces derniers temps, parce que moi, durant toute ma vie d'adulte, il y avait des crises qui se résolvaient, mais globalement, je croyais, l'apartheid, on en est venu à bout de l'apartheid, l'Afrique du Sud n'est pas parfaite, mais ce n'est plus un régime raciste ouvert comme c'était le cas avant, l'oppression communiste
a été vaincu, l'oppression soviétique, je veux dire, sur une partie de l'Europe centrale et de l'Est. Donc, j'avais le sentiment que, oui, il y a des situations terribles, mais que la marche globale du monde est vers le mieux. J'ai perdu ce sentiment ces dernières années parce que je vois des retours de balancier partout sur les droits des femmes. On n'a pas parlé de ça, sur l'inclusion. Bon. Mais je continue à croire que c'était un cycle et que l'histoire fonctionne par cycle et que ta génération va reprendre le flambeau et vous allez nous surprendre avec des solutions. Tu peux en être convaincu de ça. Je prends l'engagement au nom de toute ma génération à travers le monde. Ben sérieusement, un gros merci Agnès pour la belle discussion. C'était extrêmement formateur. J'ai beaucoup appris. Je voudrais rappeler à tout le monde, en fait, d'aller vous procurer le film d'Agnès. Le livre. Il n'y a pas de film encore. Pardon. Ben écoute, j'espère qu'il va y avoir un film à un certain point. Mais oui, le livre, le roman, donc ça finit quand toujours dans toute bonne librairie et également en ligne. As-tu un petit mot pour la fin, Agnès? Un petit appel à l'action ou encore un message d'espoir comme tu le fais si bien? Non, je pense que j'ai épuisé mes capacités d'espoir. Là. C'est tout ce que j'avais dans ma besace. Non, ben écoutez, c'est peut-être juste... vous savez, il y a une prière juive, enfin une prière humoristique juive qui dit Dieu, préserve-moi de vivre en des temps intéressants. Parce que les temps intéressants ne sont pas les plus faciles. Alors moi, j'en reviens à... Des fois, je regarde ce qui se passe et je trouve ça effrayant. Et parfois, mon côté observateur dit, mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant à observer où est-ce que ça va aller. Et j'espère être là encore pour voir quand ça va comme revirer de bord, puis ça va aller un petit peu pour le mieux. Oui, puis pour en tirer des leçons également et mieux rebâtir par la suite. Et j'espère qu'on se dirige dans une belle époque. Donc, un grand merci Agnès Gruda. Merci Charles-Antoine, c'était un plaisir. Le podcast. Et sur ce, à nos auditeurs et auditrices, un grand merci de nous avoir écoutés encore pour cet épisode et on se rencontre dans le prochain. Merci beaucoup.